Bonjour et merci d'être avec nous sur On ne vous demande pas d'y croire pour une deuxième interview dans la soirée, interview en présentiel encore une fois. Et donc aujourd'hui je vais accueillir, ce soir je vais accueillir une personne que j'ai déjà accueillie dans On ne vous demande pas d'y croire. Je l'ai accueillie déjà 2 fois. Elle a beaucoup de facultés, beaucoup la connaissent maintenant. Elle s'appelle Léa Lezé. Et avant de te dire bonjour, je voudrais remercier quand même déjà tout le monde, Christelle qui est là, ici présente, bien sûr, elle est chez moi en ce moment, elle n'est pas à Marseille. Je dis merci aussi à Mathieu qui est derrière la technique, qui monte la vidéo en direct. Et puis je vous remercie aussi à vous qui allez nous suivre à cette heure tardive, et puis aussi à vous aussi qui allez suivre cette interview en replay. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir, donc comme je vous l'ai dit, Léa Lezé. Léa, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, avec grand plaisir, comme toujours. Maintenant, je peux le dire. Ah bah ouais. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la symbolique du corps. C'est toi qui m'as proposé ça. Pourquoi tu m'as proposé ce sujet ? Alors, j'ai proposé ce sujet parce que ça a été une des bases en fait de mon évolution personnelle. Après plusieurs soucis de santé quand j'étais plus jeune, je me suis dit que forcément il devait bien y avoir une explication spirituelle, peut-être un peu moins palpable à ce qui m'arrivait. Et je me suis rendu compte qu'avec une écoute particulière du corps, de l'esprit et de tout ce qu'on est en fait, de toutes nos facettes, on peut réussir à comprendre l'origine au moins émotionnelle de ce qu'on peut vivre. Et puis, je me suis mise à écrire des articles sur mon blog et il s'avère que l'article qui plaît le plus et qui attire le plus le regard des gens, c'est celui sur la symbolique du corps. Alors je me suis dit que peut-être il y aurait des questions intéressantes et peut-être que ça pourrait être sympathique qu'on partage ce moment ensemble. Alors c'est pas quelque chose que tu as lu dans les livres, c'est quelque chose que tu pratiques, c'est ton expérience qui parle. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai eu la grande chance, l'immense chance de rencontrer un enseignant, je vais l'appeler comme ça, qui m'a permis donc pendant plusieurs années d'apprendre et de comprendre un certain nombre de choses en lien avec la spiritualité en général, notamment le magnétisme. Et il m'a permis de comprendre, d'acquérir une certaine logique de pensée dans les mots MAUX et les mots MOTS. Et c'est ça qui m'a donné envie de pousser un peu plus loin, ce qui fait que j'ai pu récupérer certaines de ces informations pour les développer et notamment lors des soins, essayer de comprendre un peu mieux les pathologies que les personnes présentaient et pour lesquelles elles venaient me voir. Donc oui, il y a de l'expérience, il y a de l'enseignement de la part d'autres personnes que j'ai pu rencontrer. Bien sûr, je connais les livres de Jacques Martel ou d'autres personnes qui ont pu écrire là-dessus. Je crois que le plus intéressant, c'est surtout d'être indépendant dans sa manière d'aborder le corps et les différentes pathologies, et justement de s'émanciper de ces livres et de ces dictionnaires pour qu'on puisse simplement se comprendre soi, sans avoir l'avis de l'autre ou l'expérience de l'autre. Ouais, comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas de livre à vendre. Là, c'est vraiment pour rendre les gens indépendants. Oui, c'est ça. Comme à peu près tout ce que je fais, c'est-à-dire que même les soins, ils sont toujours apportés d'autonomie par la suite. Je ne veux surtout pas enfermer quelqu'un, emprisonner quelqu'un dans un soin qui est interminable et qui n'en finit pas. Il y a pas d'intérêt en fait. Le but, c'est vraiment d'acquérir de l'autonomie dans toutes les facettes de notre existence. Et je pense qu'à partir du moment où on comprend qu'on est capable soi-même, avec une certaine logique de pensée, de comprendre ce qu'on traverse au quotidien, en fait, on a tout gagné, quoi. Ce qui ne nous empêche pas d'aller voir un médecin si on ne va pas. Alors, c'est hyper important, c'est-à-dire que la symbolique du corps, c'est un outil. C'est pas parce qu'on a un tournevis qu'on n'a plus besoin de garagiste. Voilà, c'est un outil. Bien sûr, ça complète toutes sortes de médecines, et surtout la médecine allopathique. On est d'accord avec ça, hein, bien sûr. On ne se soustrait jamais à une consultation chez le médecin. Par contre, ça complète bien. C'est-à-dire que si on va voir son médecin pour telle pathologie et qu'on veut comprendre pourquoi elle est arrivée dans notre expérience, ça nous donne des clés en plus, quoi. Pour que ça n'arrive pas peut-être la prochaine fois, ou quand ça arrive la prochaine fois, comprendre tout de suite d'où ça peut venir. Alors pour toi, c'est quoi un corps physique ? C'est fait comment ? Alors, comment tu le vois ? T'as 6 heures devant toi. C'est parti. Il est tôt, il est 22h, combien ? 22h06. Oui, il est super tôt. Ouais. Alors, pour moi, le corps physique, c'est un prolongement de ce que l'on est dans notre origine fondamentale. C'est-à-dire que j'ai dans l'idée qu'on est une information primordiale
quelque chose qui est absolument pur et qui, à un moment donné, décide d'expérimenter en se dédoublant, en se désolidarisant de cette source dont on parle très régulièrement. Alors source, Dieu, univers, bien sûr, on correspond aux croyances de chacun. Et dans cette volonté, par exemple, d'une âme de s'incarner dans un corps de matière, il y a ce mécanisme particulier de fabriquer une forme, de se former selon une information subtile. L'esprit, parce qu'il est, parce qu'il dégage, parce qu'il désire expérimenter, va finalement induire la formation d'un corps qui correspond en tout point à ce qu'il est, à ce qu'il ressent, à ce qu'il souhaite expérimenter. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment pour comprendre la correspondance. Il y a un axiome qui est intéressant dans les enseignements hermétiques qui dit « tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Ce qui signifie que la matière est à l'image du subtil et la subtilité est à l'image de la matière. C'est-à-dire que les deux existent selon une même information primordiale, mais n'ont pas la même forme parce qu'ils ne se manifestent pas dans la même dimension. Qui commande l'autre ? Alors pour moi, forcément, c'est la subtilité qui commande la matière, même si, dans la complexité de l'univers, on se rend bien compte que finalement, le corps lui-même, dans sa complexité et dans sa totalité, parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps est quand même constitué de milliards d'êtres vivants, qui ont chacun aussi, selon moi, en tout cas dans ma pensée, dans ma croyance, leur propre conscience, à leur manière. Donc il faut pas oublier que le corps, c'est une association de milliards d'êtres vivants, et de nous. Des cellules, c'est ça ? Des cellules, on a des bactéries aussi qui sont logées dans nos intestins, etc., etc. Donc on a beaucoup d'êtres vivants. Alors je dis êtres vivants pour être un peu grossière, dans ce corps humain qui finalement, à sa manière, comme un égrégore, va vivre sa propre vie. Et donc là, on se rend compte que même si notre manière de former ce corps et même si notre esprit induit la formation d'un corps, chaque conscience induit une certaine formation corporelle à sa manière. Et donc chaque nouvelle cellule qui va naître va dépendre de comment on se sent, mais aussi de tout cet égrégore dont on aura pris soin pendant des années ou non. Donc si tout était parfait, si on arrivait à maîtriser ces égrégores, on pourrait, pourquoi pas, guérir de toutes les maladies. Alors je pense que si c'était le cas, on n'aurait même pas de maladie parce qu'en fait la perfection induirait, je pense, alors si on parle de perfection aseptisée, sans maladie, sans rien, sans expérience de ce type-là sur Terre, oui bien sûr. On se dirait, pardon, je me perds. On dirait surtout que la maladie n'apparaît pas, en fait. La maladie n'apparaît pas si on est dans un système de perfection. C'est sûr. Là, l'intérêt, c'est finalement de gagner en maîtrise de soi, effectivement, pour pouvoir faire en sorte que le corps, même dans son expérience, même dans ce qu'il doit vivre, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les choix d'incarnation qu'on a pu faire auparavant, même dans tout ça, on est capable de le surmonter, on est capable de faire en sorte que le corps ne puisse pas défaillir définitivement, prématurément. Tout ça, c'est un système de compréhension, en fait. Le corps en lui-même, il vit son expérience, nous on vit notre expérience, les deux sont intimement liés, c'est comme les polarités, le féminin, le masculin, les deux sont intimement reliés. Par contre, le déséquilibre apparaît à partir du moment où on dissocie les deux. Donc, voilà. Alors pourquoi tu parles de symbole ? Alors, je parle de symbole parce que pour moi, un symbole, il va donner une interprétation particulière. La symbolique du corps, c'est pas une science absolue. C'est-à-dire que chacun va comprendre une partie du corps ou une expérience à sa manière. Et c'est bien pour ça que je trouve intéressant finalement d'être autonome dans sa manière de comprendre comment fonctionne son propre corps. C'est justement pour... pardon, je me perds encore une fois. Excuse-moi, tu me... On est sur les symboles. Là. Oui, on est sur les symboles. Et je te disais du coup que finalement, le symbole, c'est simplement la manière dont on va percevoir un élément actif. La manière dont on va percevoir par exemple une maladie est un symbole, pour moi un symbole de ce qui est vécu dans la subtilité et qui a pu finalement se densifier pour donner une pathologie particulière. Cette pathologie, elle va donner donc comme je disais des symptômes et ces symptômes en fait pour moi ils sont des clés. Des clés qu'on va essayer de comprendre, de déchiffrer. Un symbole, c'est quelque chose qu'on essaie de déchiffrer également. Donc pour moi, il y a toute une symbolique dans tout ça, parce que chacun à notre manière, on va essayer de comprendre quelque chose qui nous arrive dans ce corps-là qui finalement vit un peu sa vie.
Et on se rend compte, donc, en lisant ces symboles-là, que non, il ne vit pas simplement sa vie. Il est juste en train de nous dire, là, dans la subtilité, t'as vécu quelque chose, t'as expérimenté quelque chose, t'as pas écouté, t'as pas forcément écouté, pas forcément compris, donc maintenant, je le matérialise pour que ce symbole-là puisse te servir de clé, d'outil, et que tu puisses l'utiliser pour guérir ou te sentir mieux dans ta peau. Alors, chaque symbole est particulier pour chaque personne ou c'est des symboles universels? Je sais pas, donne-moi des exemples de symboles qui pourraient induire une maladie ou des symboles qui permettraient de guérir. Alors pour moi, c'est pas forcément des symboles pour guérir une maladie ou quoi que ce soit, c'est vraiment simplement, par exemple, j'ai mal à la main, je me suis blessé la main. Ah, je comprends pas pourquoi je me suis blessé la main. Et ben cette main-là, à quoi elle sert à la base? C'est ça la question qui est intéressante. C'est finalement de comprendre juste l'utilité, on va parler grossièrement, l'utilité de chaque partie du corps. Et en comprenant cette utilité, on va comprendre aussi l'information primordiale qui a induit cette utilité. La subtilité a induit une main pour saisir les choses. Pour, par exemple, là, je peux saisir ce verre, je peux te saluer, je peux faire des choses, construire des choses. Peut-être que si je me suis fait mal à la main, ben c'est parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à saisir dans mon existence. Mais c'est un symbole, donc on le comprend comme on le veut. Peut-être que pour une autre personne, ce sera... Il faut faire une recherche quand même un petit peu de soi. Ouais, de soi. Mais on peut se tromper. Par exemple, tu me dis la main, peut-être que la personne, je sais pas moi, elle travaille trop avec sa main, ou peut-être qu'elle a pas dit bonjour à quelqu'un. Oui, mais il y a des personnes Comment on peut savoir tout ça? Il y a des personnes qui travaillent énormément et qui n'ont jamais mal à la main. Donc pourquoi ça devient problématique à un moment donné? C'est ça la question, en fait. Comment faire le tri? En s'écoutant soi-même. Parce que si on lit dans un livre, par exemple, ah bah oui, la main, c'est saisir les choses. Et que finalement, dans son expérience, on a envie, par exemple, d'exercer tel métier, d'un métier qui est manuel. Ouais, je vais prendre un truc assez grossier. Un métier manuel, mais par exemple, le parent, le conjoint, etc., refuse, c'est trop risqué, je veux pas que tu le fasses. Et ben là, on m'empêche de fabriquer, de faire ce que je veux dans ma vie. Et donc, il y a un blocage, une disharmonie qui va se créer à un moment donné. Et c'est pour ça que j'ai eu mal à la main. Mais sauf que c'est peut-être pas la même problématique pour l'autre personne à côté. Donc là, c'est une question simplement d'écoute de soi, d'écoute de son expérience. Ah, j'ai mal à la main. Qu'est-ce que je vis en ce moment qui, par exemple, pourrait prétendre que je peux pas utiliser mes mains ou que mes mains deviennent handicapantes. Tu vois, c'est vraiment juste... Il y a pas de complication dans cette symbolique. C'est simplement de l'écoute de soi. Et je pense que de tout est la base de tout, c'est l'écoute de soi. Et qui nous envoie ces signaux? C'est nous-mêmes? Oui, nous-mêmes, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'autre personne que soi-même qui peut maîtriser, contrôler ce corps-là dans lequel on est. C'est notre corps subtil qui nous envoie ce signal? C'est soi-même. Soi-même dans sa subtilité et qui envoie des informations d'abord dans des corps subtils. On commence tranquillement. Et puis si c'est pas écouté, et puis si il n'y a pas de changement dans notre manière d'être, de faire, de bouger, d'explorer le monde, eh bien ça va se densifier tranquillement et se densifier jusqu'à ce que le corps finalement ne puisse plus supporter ce manque d'harmonie, parce que c'est ça à la base, c'est un manque d'harmonie tout simplement, dans notre subtilité, dans ce que l'on est. On a tendance à dissocier notre corps physique ou notre corps énergétique de qui l'on est profondément. Alors déjà on est tous un, donc finalement tout ce que l'on vit, tout ce que l'on expérimente et tout ce qui gravite autour de nous, c'est une construction de notre propre univers intérieur qui se matérialise à plus ou moins grande mesure, mais en tout cas c'est ma pensée. Donc forcément ça veut dire que notre univers intérieur va induire des choses dans notre corps physique. Et il n'y a pas d'autre commande que soi-même en fait. Bien sûr l'inconscient nous fait des blagues, mais l'inconscient ça reste nous quand même. Des parts cachées, mais des parts cachées de nous-mêmes. Et comment savoir vraiment qui on est? Ça veut dire que il faut à chaque fois subir les affronts, nos affronts qu'on se fait nous-mêmes, pour pouvoir se créer un petit chemin pour savoir qui on est et suivre le chemin qui nous convient? En fait, je pense que c'est même pas une question de savoir qui l'on est, c'est simplement d'apprendre à lâcher prise
sur les limites, les espérances et tout ce qu'on se colle de partout, on se rend compte que la plupart des pathologies, elles viennent parce qu'on s'est accroché à une émotion, parce qu'on n'a pas forcément voulu lâcher un trauma. Alors je dis pas qu'il y a que de la volonté dans le fait de pas lâcher un trauma, hein, parce qu'on sait à quel point c'est difficile de vivre dans un corps de matière et de vivre ce genre de trauma. Mais malgré tout, c'est notre conscience, c'est notre capacité à réfléchir, à penser, à se projeter, qui font que on va parfois rester bloqué sur certaines choses qui nous arrivent dans notre existence. Et c'est ça qui crée les pathologies. Donc finalement, si on sait lâcher prise et juste suivre le courant de la vie, dans l'idéal, hein. À chaque fois on parle d'un idéal, on est d'accord. Ouais, je suis pas parce que je dis ça, mais je suis la première aussi à vivre ce genre d'expérience. En même temps, tu es humaine. Hein. Voilà, c'est ça. On est dans une expérience humaine et malgré tout, je pense qu'on a un petit peu signé quand même pour vivre certaines galères et être capable de les surmonter. Le fait est qu'à partir du moment où on a compris tout ça, déjà en lâchant un peu prise, en donnant moins d'intensité à ce que l'on vit, on se donne la chance d'en guérir ou de se soigner plus vite. L'essentiel, c'est de d'identifier la cause. Je pense que l'essentiel, c'est de constater, d'accord, alors après toutes ces années passées, j'ai telle pathologie, j'ai tel problème qui vient. D'accord, y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu. Et dans ce cas-là, on le voit. Et déjà, rien que le fait de le voir, ça va régler une partie du problème. Et si on se rend compte que c'est fait pour durer un petit moment, et dans ces cas-là, on prend peut-être pas ça comme un cadeau, faut pas abuser, mais merci beaucoup. Voilà. J'ai une migraine. Merci. Dans ces moments-là, c'est difficile de remercier, mais c'est malgré tout hyper précieux dans le sens où dans cette quête de perfection, dans cette quête de tout régler dans nos expériences de matière. On se rend compte, pardon, je suis encore perdue. Là, tu parles de l'expérience de la matière que tu règles. Je suis désolée à tout le monde, je me perds. C'est l'heure. Oui, c'est ça, ça doit être l'heure. Ça doit être l'heure. Non, mais... Oui, c'est ça, oui. Je disais, pardon, que finalement, les pathologies, elles viennent effectivement, on se sent dans l'obligation de les subir, mais on peut les vivre sans les subir. Et je pense que justement de les comprendre, de comprendre le fond, de comprendre l'émotion ou peut-être l'expérience qui a donné ça, c'est déjà un moyen de juste apaiser, en fait. Apaiser la pathologie, apaiser ce qu'on est en train de vivre, ce mal que l'on est en train d'expérimenter. Et donc, même si on l'expérimente dans notre corps, on l'a compris. Et donc, on lui laisse l'occasion de filer. D'accord. Ou alors d'être en paix. Toi qui vois aussi des choses beaucoup plus subtiles que moi, est-ce que tu peux voir chez quelqu'un un mal quelque part, une pathologie, par un symbole? Oui, bien sûr. La plupart du temps, ça se présente sous forme de symboles, mais alors qui n'ont parfois absolument rien à voir avec la pathologie elle-même. Et là, encore une fois, c'est une question de compréhension, en fait. C'est une question de compréhension. Moi, je connais ma manière d'aborder le monde, ma manière d'aborder l'univers, d'aborder les choses de la vie. Et donc, je sais que si on me présente tel symbole, ou si je vois telle image, tel objet, telle sensation, je ressens telle sensation, ça va me signifier tel type de blocage, par exemple lié au père, à la mère, lié à un trauma de l'enfance, lié à une émotion non digérée, un chagrin d'amour. Je prends des choses qui nous arrivent à tous et toutes finalement. Donc oui, bien sûr, je peux le voir. Quel exemple je pourrais donner Déjà, ces symboles, c'est quelqu'un qui te les envoie. Toi, tu les vois chez quelqu'un. Là, c'est pas lui-même qui interprète ces symboles. Là, c'est toi qui vas voir un symbole chez quelqu'un. Donc, imaginons que j'ai mal à la tête, j'ai un mal chronique, et toi, tu vas le voir. Alors, je sais pas comment tu pourrais le voir. Tu vois quoi, une tache rouge? Souvent, oui, ça va faire une espèce de halo coloré ou au contraire sombre. Ça peut faire des formes de triangles, de carrés. Ça peut me donner des sensations un triangle, un carré. Est-ce que le triangle, un carré, pour toi, c'est symbolique? Ça veut dire quelque chose vraiment? Alors, ma symbolique profonde, par exemple, pour le triangle, c'est qu'il y a un défaut d'équilibre entre la trinité intérieure, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Il y a un décalage quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, la balance n'est pas équilibrée.
Alors là, il faut chercher d'autres symboles pour comprendre plus précisément ce qui concerne cette personne-là. Mais oui, il y a beaucoup de symboles. Moi, par exemple, je fonctionne avec beaucoup de symboles hermétiques. Donc forcément, hermétique, explique, parce que c'est hermétique aussi pour moi. Hermétique parce que c'est hermétique pour la plupart des personnes et ça l'est encore en partie pour moi. Hein. Je peux pas prétendre que tous ces symboles me parlent. L'hermétisme, c'est l'étude de symboles qui ont été donnés notamment par des alchimistes. Alors ce sont tout un tas de symboles et de connaissances qui sont issus notamment de l'Égypte. Je crois que la plus ancienne communauté qui a commencé à parler de toutes ces connaissances sacrées sont les Égyptiens. Mais voilà, donc en gros, quand on étudie l'alchimie, on étudie certains symboles qui ont des significations particulières par rapport à une symbolique profonde, à des principes fondamentaux du fonctionnement de l'univers, du corps, de tous les corps finalement. Et donc ce symbole hermétique, pour moi, il va me parler de trinité, il va me parler d'équilibre entre les trois pôles majeurs de notre existence, de notre être. Et donc potentiellement, si je vois un triangle, je peux penser déjà à un défaut d'équilibre dans cette trinité intérieure. Mais je peux voir beaucoup d'autres symboles. Je peux voir par exemple la présence d'eau. On sait de manière assez commune que l'eau est en lien avec les émotions. Notre corps subtil lié aux émotions est aussi en connexion et à la même vibration que l'eau. Et donc on sait notamment que pour une pathologie ou pour un rêve par exemple qui représente de l'eau, là il faut aller chercher au niveau de l'équilibre émotionnel. D'accord. Et ces symboles, tu les as découverts dans les livres et après maintenant tu les vois parce que tu les as lus, ou alors si imaginons que tu n'avais pas lu ces livres, est-ce que tu verrais ces mêmes symboles et puis ça serait confirmé par ces livres? Il s'avère qu'avant de connaître ce symbole de cette manière-là, il y a très longtemps maintenant, hein, il y a des années, j'ai eu des informations qui m'ont été données, par exemple, sur ma manière d'aborder le corps. Et on me montrait une sorte de mantra, alors pas dans le sens de la religion catholique, hein, mais en tout cas le lien entre le troisième œil et chaque côté de la poitrine qui formait un triangle. Et à ce moment-là, en fait, on a commencé à m'envoyer plein de synchronicités qui me parlaient du symbolisme du triangle, et notamment de sa présence dans le corps. On peut parler aussi des solides de Platon, mais là, je crois qu'on irait très très loin. Mais voilà, tous ces solides-là, en fait, sont présents de manière subtile dans nos corps. Souvent, quand je parle aux personnes que j'ai en soin de structures énergétiques, je leur parle notamment des solides de Platon parce que pour moi, nous sommes, comme pour Platon d'ailleurs, nous sommes finalement bâtis sur la résonance de ces solides de Platon. Et donc, comme cette connaissance, je l'ai à l'esprit, forcément, mon inconscient me les envoie quand il s'agit de travailler sur telle ou telle symbolique de tel solide ou de tel autre solide de Platon. Donc nous, personnes qui n'avons pas spécialement de grosses facultés extrasensorielles, on pourrait par exemple faire un rêve de symboles, et ça voudrait peut-être nous dire beaucoup de choses sur notre état de santé ou sur... alors les rêves, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Après, si ça concerne une pathologie, oui, effectivement, ça peut nous donner des indications. C'est pour ça aussi qu'il est important de s'entraîner à s'écouter et d'essayer de simplement garder en mémoire tous les enseignements qu'on a pu acquérir dans notre existence, parce que malgré tout, le triangle, je pense que même si on n'a pas ces enseignements hermétiques ou autres de l'équilibre des trois pôles, on regarde le triangle et on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est très représenté déjà dans notre monde. On pense aux pyramides, on pense aux formes quasi parfaites, etc. Donc là, il y a aussi la question de la quête de la perfection. La personne peut très bien le comprendre de cette manière. En fait, le triangle, il peut parler de diverses manières, mais vraiment de diverses manières. Tout dépend de comment la personne évolue avec ce genre de symbole. Et de toute façon, aucun symbole ne nous est envoyé si on n'est pas dans la capacité de le comprendre. Ah bon? Donc, à chaque fois qu'on aurait une pathologie, normalement, nous serions en capacité de le comprendre. Ah, peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. C'est bien ça le jeu. Le jeu, c'est que oui, on est dans la capacité de le comprendre, mais si on n'est pas à l'écoute de soi, si on n'est pas à l'écoute de tout ce qui nous entoure, il y a certaines informations qui nous échappent. Mais on est capable. C'est pas qu'on a l'information, c'est qu'on est capable d'aller chercher l'information. On est capable de la capter. C'est ça, la différence entre savoir et
Savoir qu'on peut savoir. Il y a un commentaire ce matin qui était en lien avec ça, c'est assez rigolo, le fait de savoir. Et alors, comment on peut faire? Alors, imaginons que j'ai découvert que mon mal de tête, ben, je sais pas moi, imaginons que je réfléchis trop. Je passe mon temps à réfléchir et j'ai mal à la tête tous les jours. Allez, c'est pas vrai, hein? Ouais, c'est pas vrai, je réfléchis pas trop. Non, non, voilà. Et donc je m'aperçois donc je réfléchis trop, donc j'ai un petit mal de tête récurrent tous les jours. Voilà. Et à partir du moment où je l'ai identifié, qu'est-ce que je dois faire? Alors, déjà, aller voir un médecin. Complètement. Première réponse, aller voir un médecin. C'est la première chose à faire. Il s'avère que j'ai reçu une personne en soins qui était dans cette problématique, justement, d'un mal de tête récurrent depuis plusieurs semaines. Bon, il s'avère qu'il y a parfois, il existe des moments où la médecine allopathique ne comprend pas tout. Et justement, quand c'est lié à l'émotionnel, très fortement à l'émotionnel, et à des choses que l'on vit dans notre existence, dans le présent, la médecine allopathique, parfois, ne suffit pas. Ça arrive. Et dans ces cas-là, donc la symbolique du corps entre en jeu, on comprend qu'on a mal de tête. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu un médecin, bon, ça ne fonctionne pas. Dans ces cas-là, déjà, on commence par écouter. Bon, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie aujourd'hui qui me prend la tête? Qu'est-ce qui me prend la tête en ce moment? Est-ce que je me suis chamaillée avec quelqu'un qui m'est proche? Est-ce que j'aime pas mon travail? J'ai trop de travail et c'est la surcharge, c'est plus possible? Est-ce que je peux régler les choses? Est-ce que je peux régler ce mal en faisant un changement dans ma vie? Est-ce que c'est pas possible? Dans ces cas-là, je change peut-être quelque chose dans mon alimentation ou dans ma manière d'aborder mon existence et mon quotidien. Il y a plein de choses à faire. On vient me voir en soins. Ouais, bien sûr. Non, mais dans la pleine autonomie, encore une fois, on est à l'écoute de tout ça. C'est une quête. On est dans une quête complètement. Donc, on écoute chaque partie de notre existence et il y a bien un moment où on se dira « Ok, d'accord, alors là j'ai changé tel aliment, par exemple. » Malgré tout, on connaît des personnes qui ont des pathologies chroniques, qui donnent des maux de tête. Il suffit de changer un aliment solide pour que le mal de tête s'en aille. Donc là, on a essayé l'alimentation. On a écouté, par exemple, écouter son corps, c'est aussi l'écouter quand on mange. Ah, il y a tel aliment ne passe pas. On parle notamment du sans gluten. Le gluten, pour certaines personnes, ça donne juste des symptômes compliqués, voire atroces. Donc, on sait que notre corps ne veut pas ingérer ça. Dans ces cas-là, on le supprime. Au travail, il y a une situation qui est problématique, on n'ose pas demander à son patron une augmentation ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Ça nous prend la tête. On communique avec cette personne et puis on change les choses. Et puis, si c'est plus subtil que ça et s'il faut aller chercher un peu plus loin, on se tourne là potentiellement vers des personnes qui pourraient nous aider en fait à régler ce problème. On n'est pas toujours dans la capacité de tout régler parce qu'on a la tête dans le guidon, comme on dit. Alors, on a vraiment la tête dedans et parfois prendre du recul, c'est difficile. Donc ça ne concerne pas que le corps, ça peut concerner aussi le relationnel. Ça peut concerner tout ce qu'on est. En fait, tous les blocages induits par notre existence viennent de notre manière de les percevoir et de notre sensibilité. Il suffit qu'on tombe sur quelqu'un de très blagueur qui fait une petite remarque sur notre physique. Il y a une personne qui va se sentir absolument désabusée et qui va se sentir très mal après ça, et l'autre, ça fait pas grand-chose. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est trop sensible ou l'autre pas assez. Ça veut simplement dire qu'il y a une espèce de curseur de sensibilité et que chacun ne perçoit pas les choses de la même manière. Et donc, une situation conflictuelle qui pourrait passer très facilement pour quelqu'un qui qui ne s'est pas arrêté dessus, pour quelqu'un d'autre, ça peut être un désastre pour les années à venir. Et toi, est-ce que tu suis ces préceptes que tu Bien t'es sûr. infligés? Oui, bien sûr. Encore une fois, moi je suis très heureuse d'avoir accès dans ce pays à toutes sortes de médecines. Et donc quand mon corps me guide vers une médecine plus qu'une autre, bien sûr j'y vais. Mais bien sûr, j'écoute toujours. J'ai mal à tel endroit, tiens, pourquoi? Ça ne devient pas une obsession, c'est simplement un guide. Et si c'est un guide, ça veut dire que ça peut donner finalement la liberté d'agir de la manière qui nous parle le plus. Mais oui, bien sûr, au quotidien, quand j'ai mal à la tête, quand j'ai mal aux pieds, il m'arrive parfois d'avoir des douleurs qui arrivent de nulle part et qui sont là pendant 3-4 minutes et puis elles s'en vont et je les ai plus jamais. Et elles te disent quelque chose comme ces douleurs? Ou alors c'est parce que tu les as identifiées, tu as identifié la cause? Alors, j'ai pas la cause tout de suite parce que le mal arrive bien sûr avant.
Mais bon, j'ai pas toujours la cause, hein. Il faut pas croire non plus que cet outil fonctionne à tous les coups, parce qu'on parfois simplement on ne sait pas. On a le droit de pas savoir. Mais par contre, oui, bien sûr, j'écoute toujours, et la symbolique vient après. Et c'est finalement ça qui me fait me dire, ah d'accord, donc quand je vis telle situation, une situation stressante, quoi que ce soit, mon corps réagit comme ça. Ah, c'est intéressant. Donc ça permet, par exemple, quand on est dans une soirée avec plein de personnes, ah, d'un seul coup, j'ai mal à la main, ou j'ai mal au bras, ou quoi que ce soit. J'ai déjà eu mal au bras avant quand j'étais avec telle personne et qu'il s'est passé telle situation. D'accord, donc ça veut peut-être dire que là, je suis pas totalement à mon aise et qu'il y a ce même élément qui revient et qui me prévient que c'est problématique et que ça trouble mon harmonie intérieure. Ah oui, d'accord. Donc, en fonction de tes expériences passées aussi, tu arrives à analyser aussi les symboles qui vont faire non, non, allez, ça Bien te met sûr. des curseurs personnels en fait. Bien sûr. On parle aussi, alors il y a une méthode qui s'appelle la synergologie, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. C'est le principe de, justement, je viens de me frotter l'œil, donc ça peut être intéressant. La synergologie, elle étudie chacun de nos petits mouvements, par exemple quand on est en train de parler avec quelqu'un, si on se frotte le nez. Oui, c'est non-verbal quoi. Voilà, le non-verbal. Ben, c'est la même chose au niveau des petites douleurs qui peuvent apparaître dans notre corps. Et de manière un peu plus importante, c'est la même chose pour simplement les pathologies qui viennent. C'est une réaction. Le langage non-verbal vient d'abord d'une réaction intérieure qui va induire un geste inconscient. Parce que finalement, cette réaction intérieure, bien souvent, elle est inconsciente. Mais comme chaque corps est le prolongement l'un de l'autre, notre subtilité est en prolongement de ce corps physique, et tout ce qui va induire un mouvement intérieur va induire un mouvement extérieur. Tout ce qui va induire une douleur intérieure va induire une douleur extérieure. Donc c'est le même principe. Est-ce que sous hypnose, tu peux aller plus loin dans la symbolique de tes mots? Est-ce que tu as déjà essayé ça? Oui, j'ai déjà essayé. Alors, je suis pas très bonne cliente de l'hypnose. Enfin, je pense que je suis peut-être pas tombée sur la méthode qui me convenait le plus. J'ai tellement l'habitude déjà d'être un peu en état de semi-hypnose que ça n'a rien changé à mon quotidien, même si ça a très bien fonctionné. Donc bon, c'est pas quelque chose. C'est histoire d'aller plus dans son inconscient encore. Voilà, mais par contre, pour la plupart des personnes qui se sentent appelées par l'hypnose, c'est un merveilleux moyen de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et que l'inconscient garde de manière hermétique. Bien sûr, l'hypnose, c'est une conversation avec l'inconscient. À savoir que malgré tout, ce qui ne doit pas sortir maintenant, ce qui ne doit pas être dit maintenant, ne sera pas dit. Il y a toujours un système de protection de l'inconscient, toujours. Mais bien sûr, c'est une méthode merveilleuse, alors que j'ai essayé une seule fois avec une personne qui m'accompagnait. Ça n'a pas été extrêmement concluant par rapport à la symbolique de mes pathologies, parce qu'encore une fois, je pense que j'avais besoin d'une méthode un peu plus approfondie. Je pense à Séverine Barbier notamment, qui a vraiment cette approche profonde de l'hypnose sous différents aspects. Et un jour, je pense que j'essaierai avec elle, ça pourrait être très intéressant. Oui. Séverine. On l'embrasse bien fort. Complètement. Tu voudrais un peu te diriger vers l'hypnose, toi? Il y a quelques années, j'avais commencé à créer ma méthode d'hypnose toute seule. Alors, méthode j'ai pas envie de dire d'hypnose, mais d'état de semi-conscience qui me permettait d'aller chercher avec la personne que j'avais en soins le point précis d'où venait la pathologie. Le fait est que c'était à l'époque où je faisais des soins en présentiel. Aujourd'hui, j'en fais plus en présentiel, mais il est certain que le jour où j'ai de nouveau l'occasion de consulter en présentiel, j'utiliserai cette méthode-là parce que c'est vraiment un lien entre le corps et l'esprit et c'est un pont merveilleux en fait, l'état de conscience. Cette méthode, tu l'as utilisée, donc tu l'as déjà essayée? Oui, sur différentes personnes, effectivement. T'as eu des cobayes? Oui, j'ai eu des cobayes. J'ai eu des cobayes. Je pense que maintenant, ils doivent vivre leur expérience et ils sont pas là aujourd'hui, mais en tout cas, ça avait donné des choses assez merveilleuses, notamment sur une personne, par exemple, qui avait gros conflit lié au père et qui n'avait pas forcément cette conscience que toutes ces pathologies qu'elle se traînait depuis longtemps pouvaient être liées notamment à ça. Alors, je dis pas que ça a réglé toutes ces pathologies, hein, mais en tout cas, ça en a enlevé un petit paquet d'une pathologie en particulier. Et ça a été très très intéressant parce que, encore une fois, la pathologie, elle vient selon un état de conscience.
parce qu'on a quelque chose d'inconscient qui a besoin de sortir, le corps va le rendre visible pour que notre conscience le capte. Tout ça, c'est des états de conscience, en fait. Donc l'hypnose fonctionne très très bien parce qu'elle permet d'accéder à des strates de la conscience qui nous sont inaccessibles à nous, en fait, qui expérimentons une pathologie ou quoi que ce soit. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce langage symbolique Eh bien, avant de passer aux questions des internautes? Eh bien, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Encore une fois, être autonome, bien écouter son corps. Et la règle principale, c'est de se dire, ok, la partie du corps où j'ai mal, à quoi elle sert initialement? Tel organe, à quoi il sert initialement? Quel est son rôle dans le corps humain? Est-ce que c'est de digérer? Est-ce que c'est de conserver? Est-ce que c'est de dissoudre? Est-ce que c'est d'attraper? Est-ce que c'est de percevoir, de voir, de parler? Et en fait, rien qu'en captant cette symbolique-là, ce fonctionnement-là, précisément, on sait déjà à quoi il sert de manière subtile. Il faut juste avoir cette conscience de juste s'éloigner un petit peu de la fonction corporelle, physique, et de se dire, bon, dans ma subtilité, ok, une main, ça sert à quoi? Ça sert à concevoir, ça sert à... Je prends toujours l'exemple de la main parce que pour moi c'est un exemple vraiment concret auquel on peut tous s'identifier. Mais voilà, enfin, cette main, elle me sert à saisir, elle me sert à fabriquer. Donc forcément, il peut y avoir un lien avec ce rôle-là, avec cette chose-là. C'est pareil pour toutes nos parties corporelles. Par exemple, moi j'ai mal au genou, je peux plus courir. Le parce je que je cours trop. et le nous. Je, nous. Là, on est sur la langue des oiseaux. Le lien entre notre intériorité et le lien qu'on peut avoir avec le nous. Comment on vit notre singularité au sein d'un groupe. Comment on arrive à trouver sa place dans le monde qui nous permette d'être suffisamment en équilibre intérieur et de pouvoir avancer dans notre vie avec cette complexité d'avoir beaucoup d'êtres autour de nous qui chacun font des choix aussi à leur manière. Le je et le nous. D'accord, moi je l'avais pas symbolisé comme ça, tu vois. Il y en a plein. Il faut que j'arrête de courir. Il faut que tu arrêtes de courir. Peut-être que dans l'expression arrêter de courir, quand on dit ah là en ce moment je cours partout. Tu vois, peut-être simplement là ton genou il t'impose d'arrêter de courir. Pourquoi? Bah parce que tu as besoin de te poser. Tu vois, ouais, je l'ai symbolisé comme ça. Voilà. En tout cas. Bah c'est. Bon, j'ai peut-être raison. Bah peut-être, en tout cas c'est ta pathologie à toi, donc je pense que si c'est comme ça qu'elle te parle, c'est comme ça qu'elle détient sa vérité, finalement. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes? Oui, avec grand plaisir. Alors on va faire venir Cyril. Oui. Cyril. Voilà. Hop là. Voilà Cyril, bien le bonjour. Monsieur bonsoir Philippe, et bonsoir Léa. Cyril, plaisir de te retrouver également. Oui, cette chaleur, j'ai très chaud. On s'était retrouvés en Bretagne. Ah, c'est super, de très chouettes projets. Cyril qui est aussi, qui fait partie de l'équipe, donc la team On ne veut pas y croire, qui est réalisateur, documentaire, etc. Et lecteur de questions de... Et maintenant, lecteur des questions de On ne veut pas y croire. Par contre, j'ai pas le code. Voilà. Ah, il faut un code, c'est vrai. Voilà. Oui, il faut ton doigt, en fait, c'est le doigt. C'est symbolique, ça, tiens. Alors... voilà. Il y a beaucoup de questions. Hein. Beaucoup ça, de questions. Alors, déjà, je peux te le dire. Eh ben. Voilà, c'est Christelle. Ah, tiens, j'ai l'impression qu'il y a une copine qui a écrit, qui veut poser une question. J'espère que tu vas bien. Non, c'est pas ça. On va continuer. C'était personnel. C'était personnel. J'ai failli dire une énormité. Hein. Non. Ok, c'est parti. Allez. Non, tu vas dans ce sens-là et tu tournes comme ça. C'est simple. Non, oui. Je fais exprès. J'avais bien compris. Alors attention. Ah, Maëlys. Non, ça c'est les anciennes questions. Ah. Non, ça c'est... c'est l'olfactothérapie, c'est pas moi. Ça fait 2 émissions dans la même soirée, du coup, alors, oui, voilà. On a mélangé. Alors, est-ce que... Christelle, est-ce que ça vient de là? Pathologie pour Léa. D'accord, ça c'est bon, ça c'est pour Léa. Ça c'est pour Léa. Ça c'est pour Léa. Il y en a 14. Okay. Bonsoir. Wow. Ok, on va y arriver, hein. Faut que je les passe. Ne vous inquiétez pas, on fait pas le tri, c'est juste qu'on redonne pas à Léa les questions. Je vais m'en rappeler après. Voilà. Ça c'est les questions tout à l'heure. On s'excuse. Voilà, donc je vais pas te poser de questions sur. Alors, première question, c'est Charlotte. Accepter son corps, lui donner de l'amour, est-ce une façon de s'élever? Bien sûr.
Bien sûr, toujours. Alors après, quelle définition on donne au fait de s'élever, ça c'est important aussi. Mais je pense que c'est une manière de se respecter profondément, en tout cas. Et le respect profond, ça amène forcément à l'harmonie. Donc même s'il n'y a pas d'élévation, parce que là on parle vraiment de polarité, en tout cas, il y a une harmonie profonde qui se crée dans l'amour. Donc oui, bien sûr. Et puis je rajouterais pas que son corps, en fait, il faut s'aimer. Oui, c'est ça, complètement. Alors, deuxième question, c'est Chris. Bonsoir Léa, penses-tu que comme la pensée est créatrice, on peut se créer une maladie? Alors, c'est une très bonne question, dans le sens où, oui, bien sûr, en fait, dans ce qu'on vient de dire, toute maladie ou toute pathologie est induite par quelque chose d'intérieur. Donc, on pourrait se dire qu'on le crée. Mais il y a souvent quelque chose de très culpabilisant dans le fait de dire que l'on crée une pathologie. Et d'ailleurs, généralement, quand une personne, un médecin ou quoi que ce soit, nous dit « Ah, mais tout ça, c'est dans votre tête, vous le créez », il y a toujours un côté un peu péjoratif, alors que finalement, c'est peut-être juste une approche sage de se dire que oui, bien sûr, c'est issu de nous, ça ne veut pas dire qu'il faut s'auto-flageller et se dire « Oh mon Dieu, je suis une personne horrible qui se rend malade ». Oui, bien sûr, c'est induit par quelque chose d'intérieur, c'est induit par quelque chose qui peut-être manque un petit peu d'harmonie à l'intérieur. Bon, on en revient à la question de l'amour. L'intérêt, c'est de se donner suffisamment d'amour pour accepter que l'on ait pu induire cela sans s'en vouloir et sans culpabiliser. Et aussi accepter, du coup, les réponses du corps quand il tombe malade. Exactement, parce que on dit toujours c'est des cadeaux. Bon, c'est difficile de dire que c'est un cadeau, mais c'est quand même une certaine bénédiction dans le sens où c'est une occasion de pouvoir se libérer de quelque chose qui nous pèse depuis longtemps et que l'on ne voyait pas avant. C'est une façon d'avancer, peu douloureuse, mais... Oui, c'est ça. Bon, alors le mieux, c'est de s'écouter avant que le corps commence à somatiser, hein, ça c'est certain. Mais bon, il faut aussi avoir juste la bienveillance de se dire que parfois on loupe une étape, parfois le corps, les différents corps densifient de manière très très rapide aussi, parce qu'il y a des choses qui sont fulgurantes. Un trauma, une agression, quelque chose qui va induire par exemple un état dépressif ou même une pathologie. Là, c'est tellement énorme en fait à vivre que là, il faut laisser le corps juste libérer ce qui doit être. Et à ton avis, c'est pas... Là, je vais dire que c'est... Est-ce que c'est écrit qu'on doit avoir cette maladie, qu'on doit passer cette épreuve? Alors, pour moi, il y a un peu des deux. Ça dépend à quel stade on en est aussi. Un enfant, tu peux pas lui dire que c'est de sa faute, par exemple, s'il a fait une bêtise, parce qu'il n'est pas encore conscient qu'il est en train de faire une bêtise et que c'est pas acceptable dans l'environnement dans lequel il évolue. En tant qu'âme, pour moi, c'est la même chose. Si tu es une âme qui commence son chemin d'incarnation, on va pas te donner beaucoup de liberté et tu vas avoir un destin qui va être quand même assez tracé parce que tu sais pas encore vraiment te débrouiller tout seul. T'es encore un bébé dans le parc, quoi. Voilà, c'est ça. Par contre, au fil du temps, alors si on parle en termes de temporalité, plus tu as vécu d'expérience et plus tu as justement cette expérience de l'âme qui s'incarne, plus on va te laisser la liberté aussi de juste vaquer à tes envies et à tes choix. Et peut-être de vivre des choses qui n'étaient pas prévues initialement, mais qui vont t'apprendre tout autant que si on l'avait choisi pour toi. Okay. Et pour moi, il y a un peu des deux, malgré tout, toujours dans notre existence, des choses qu'on choisit avant l'incarnation, des pôles, des éléments majeurs, et entre les deux, le chemin que tu entreprends, c'est le libre arbitre, c'est-à-dire que tu choisis comment tu arrives du point A au point B. Tu te débrouilles. Voilà. Peu importe combien de temps ça prend et comment ça se fait. On a un peu de liberté quand même. Ouais, on a un peu de liberté. Ça, c'est rassurant. Alors du coup, ça me fait penser à ce que tu disais, pour répondre aussi, je mélange à ce que tu disais tout à l'heure aussi, quand on s'aime, on est à l'écoute, quand on est à l'écoute, on capte plus rapidement les messages, et du coup, on crée différemment sa réalité. Complètement. Voilà. Oui, complètement. Alors, question suivante. Bon, c'est un peu la même chose. Bonsoir à vous. La maladie n'existe-t-elle pas pour progresser ici-bas? C'est ce que tu viens de dire. J'ai rebondi là-dessus. Voilà, donc, bien sûr. Okay. Peut-on avoir la symbolique de l'épaule gauche Alors, peux-tu répondre à ça? La symbolique de l'épaule gauche douloureuse. Sur l'épaule gauche, hein, pas alors, la droite. c'est pas moi, parce que moi j'ai aussi un petit peu la gauche. C'est un peu la gauche. Hein. Toi, c'est le genou. Moi, c'est le genou droit. Moi, c'est le gauche. Tout le côté gauche. Moi, c'est le ménisque. Alors, il y a plein de choses. On peut mélanger plein d'éléments de symbolique. L'épaule, par exemple, on a l'expression qui en parle très bien de on me met tout sur les épaules. Et donc là, c'est vraiment la charge lourde qu'on va porter. D'ailleurs, quand on porte un sac à dos, quand on porte une hotte ou quoi que ce soit. On porte souvent des sacs à dos. Non, là, c'était pas moi, attention.
Bah finalement, et émotionnellement, c'est la même chose. Hein, quand on a l'impression de traverser beaucoup d'épreuves liées à l'émotionnel, des émotionnels très forts, des émotions très fortes, on va avoir l'impression qu'il y a quelque chose d'écrasant en fait. On nous met trop de choses sur les épaules. Le côté gauche, on l'associe aussi au féminin. Donc peut-être au féminin dans sa polarité. C'est-à-dire cette part de nous qui va percevoir de l'intérieur ce qui est intériorisé, l'information contenue. On parle pas d'agir dans le monde, là, on parle vraiment de l'information telle qu'on la perçoit à l'intérieur. Donc on disait une épaule gauche. Ah oui, alors la douleur, c'est intéressant aussi le terme douleur. C'est pas souffrance qui a été choisi comme terme, c'est le terme douleur. Épaule gauche, douloureuse. Le doux est un leurre. On manque de douceur avec soi-même. Le choix des mots dans notre manière de communiquer un mal va être hyper important. En anglais, c'est pain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pain? C'est pas la symbolique de ce terme-là. Ça fonctionne en anglais. Hein. Ça fonctionne. En anglais, ça fonctionne. Alors, je suis pas assez calée en anglais, mais par exemple, Patrick Buran-Stenas, qui est une personne que j'apprécie beaucoup, nous dit par exemple wake up quand tu te lèves le matin. Wake up, le chemin de la coupe. Alors c'est lui qui en parle et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous montre que la langue des oiseaux fonctionne dans toutes les langues et chacune à sa manière, et on sait tous que toutes les populations selon les pays n'ont pas les mêmes symboles, ne fonctionnent pas selon la même symbolique, comme nous dans notre singularité on ne fonctionne pas selon la même symbolique que toi, voilà, on est tous différents. Les pays fonctionnent aussi selon des symboles différents. Donc, ce sera pas le même jeu de mots. Alors, pour te faire redire peut-être ce que tu as dit tout à l'heure, pour répondre, du coup, ça permet de répondre parce que donc je détecte une douleur à l'épaule. Est-ce que le fait de prendre conscience de cette douleur et de se poser dessus, de l'accepter, est déjà un premier chemin vers la guérison? Bien sûr, ça arrive même très très souvent et lors des rendez-vous téléphoniques de soins, il y a déjà 50% du travail qui est effectué. Parce qu'en fait, on est en train d'aller piocher dans la boîte à trésors qui contient toutes les qualités et à la fois toutes les faiblesses de la personne. On parle encore en termes un peu grossiers. On va chercher dans cette boîte-là qui était fermée, simplement par des mots, donc des symboles, parce que les mots sont des symboles, encore une fois, le jeu de mots, on l'a bien vu. Hein. Grâce aux mots, on va débloquer des informations qui étaient contenues dans l'inconscient et qui vont être prononcées par la personne ou qui vont être entendues par la personne. Et dans ces cas-là, il y a tout le chemin inverse qui est en train de se faire. C'est-à-dire que tout ce qui se densifiait dans le corps va se dédensifier parce que le message a été reçu. Donc bien sûr, le fait de comprendre par la symbolique du corps, par ce petit outil-là qui ne paraît pas être grand-chose, mais qui est énormissime, on peut déjà résoudre une bonne partie des petites pathologies, même des grandes avec le temps, des pathologies qu'on se traîne depuis un moment. Quand il y a un consultant au téléphone, tu fais une espèce d'anamnèse en questionnant la personne et tu analyses tous ces mots M-O-T pour arriver à savoir ce qui se cache derrière, pour aller jusqu'à piocher dans son inconscient. Bien sûr. Alors, encore une fois, moi j'écoute mon intuition, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes pour qui on me dit là, écoute la symbolique, cherche dans la symbolique du corps. Puis à d'autres moments, on va m'envoyer des symboles, carrément, d'autres symboles qui n'ont rien à voir avec le corps en lui-même, parce que c'est pas au niveau du corps que ça se joue. Donc oui, complètement, avec les consultants, je joue avec les mots, je joue avec le corps, je joue avec l'âme, l'esprit. C'est finalement, on parlait tout à l'heure de l'enfant. L'enfant a aussi cette sagesse de découvrir les choses avec zéro filtre. Et le but, c'est d'être justement un accompagnant qui va appréhender la personne avec zéro filtre et qui se laisse guider simplement par les indications. Et parfois, le jeu de mots MAUX, bah, c'est le meilleur moyen de débloquer quelque chose qui a été juste enfermé à double tour dans une boîte et qui mérite d'être ressorti pour être compris. Alors, du coup, c'est peut-être répondu, j'ai pas écouté, mais est-ce que du coup la verbalisation est aussi un chemin? Complètement. Complètement, parce que c'est un symbole à part entière. Et l'utilisation de symboles est déjà une manière d'utiliser des outils. Et on choisit l'outil qui nous correspond. Donc bien sûr, verbaliser, écrire, c'est déjà une manière de libérer ce qui est bloqué à l'intérieur. Un exercice que je donne ça comme ça parce que c'est super, franchement. Toujours, il faut des sacs à astuces. Mais oui, complètement. Mais ça a été merveilleux. D'abord, on m'en a beaucoup parlé de cet exercice-là jusqu'à ce que j'ose le faire un jour pour moi, pour quelque chose qui était vraiment terrible, que je n'arrivais pas à régler.
On m'a dit, écris une lettre à la personne ou à l'objet ou à la situation concernée. Tu lui écris la lettre. Tu l'envoies pas à la personne ou tu la brûles. Tu enterres les cendres et tu dis maintenant, c'est terminé. C'est magique. C'est dur à faire. Parce que ça veut dire se poser et se confronter à soi-même. Hein. Prendre un temps de silence pour écrire toute la douleur que l'on ressent à l'intérieur de soi, je peux vous dire que c'est quelque chose de conséquent. Et pour faire un vœu, il y a un truc? De la même manière. On va brûler, moi j'aurais plus l'impression que ça serait... On avait dit pas les questions personnelles. non, mais la symbolique de prendre le papier, de le brûler et de l'enterrer, pour moi, dans ma tête, ça serait plutôt, allez, fais une croix là-dessus. Bien sûr. Est-ce que je peux raconter une anecdote qu'on a vécue cette semaine? Non, je préfère pas. Bien sûr. Bon, d'accord. Mais c'est sûr. En fait, cette semaine, il nous est arrivé des péripéties avec notre camion maison. Et il s'avère que j'ai compris il y a pas très longtemps, vraiment compris profondément la différence entre prier avec sa tête et prier avec son cœur. Et cette semaine, je me suis dit là, j'ai besoin de quelque chose, de quelqu'un, d'une énergie qui nous protège dans notre voyage. Simplement, notre voyage donc en Corse actuellement, très belle île. Et donc, j'ai vraiment prié avec mon cœur, simplement que quelqu'un, une entité, un esprit, un guide, celui qui le voulait bien, nous mène vers une prière, nous mène vers quelque chose qui pouvait nous protéger dans notre voyage. Il a fallu 10 minutes. 10 minutes après, on se retrouve coincé dans un petit village au milieu des montagnes corses. Et il s'avère qu'il y avait des bouchons. Pourquoi il y avait des bouchons? Parce que 3 ou 4 curés étaient en train de bénir chaque voiture au nom de Saint Christophe, qui est le saint patron des voyageurs. Et pour terminer, ils nous ont donné une petite carte avec la photo de Saint Christophe, une peinture de Saint Christophe et de Jésus, où derrière était écrit une prière qu'on pouvait réciter pour être protégé en tant que voyageur. Voilà. Donc, je voulais simplement raconter l'anecdote parce que je l'ai trouvée absolument fabuleuse. On a béni notre camion, on nous a béni par la même occasion, puis on a maintenant la prière qui nous suit partout. Voilà, de Saint Christophe. C'est fantastique. Donc, c'est simplement... Il faut la lire à haute voix. Voilà. Alors, la lire à haute voix ou non, parce que moi, cette prière, je l'ai vraiment faite en silence. Et d'ailleurs, mon compagnon qui était juste à côté, il n'a pas su, en fait. Il n'a pas su que je faisais une prière parce que j'ai prié avec le cœur. Et le langage du cœur, c'est un langage universel qui est entendu par tout être vivant, par tout ce qui soit, tout ce qui existe autour de nous. Pas que ce qui est vivant, justement. Pour moi, tout est vivant parce que tout est issu d'une espèce de force de vie, de quelque chose qui se manifeste à un moment donné. C'est une grande question philosophique. Est-ce que chaque atome, est-ce que chaque électron est pourvu d'une conscience? Bon, ça, c'est... On a débattu très longuement avec mon compagnon là-dessus, ça pourrait durer des heures, mais c'est passionnant en fait de se poser la question. Pour moi, tout est vivant, tout a une conscience. Laurence Delabaume, que j'avais reçu il n'y a pas très longtemps, pensait exactement comme ça. Voilà, bon, on l'embrasse également, il y a du monde avec nous ce soir. C'est la contagion du cœur. Exactement. Bravo. Alors, c'est une question qui va nous fâcher. Quelle serait la symbolique d'un virus comme la Covid, enfin le Covid ou par exemple, bon, le virus serait-il alors une symbolique collective? C'est intéressant comme question, et non personnelle puisque les pathologies diffèrent beaucoup. Alors, vas-y. Tu as 2 heures. Je vais essayer de fâcher personne, dans le sens où j'essaie de pas être maladroite, je respecte tout et tout le monde, sachez-le. Donc s'il y a quelque chose qui est pris de travers, je l'ai pas fait exprès. Pour moi, ce type de virus, alors déjà, un virus, c'est un être vivant qui va venir envahir notre intériorité. Et là, pour le coup, qui envahit des poumons. Le poumon, le souffle de vie, c'est finalement ce qui nous permet de nous maintenir en vie. C'est ce qui est la communication et la connexion avec le monde extérieur. Et je pense qu'un virus comme le Covid, on sait jamais trop. Je crois que c'est là. Ça commençait par le. Il est ambivalent. Ouais, il y a peut-être des hommes et des femmes là-dedans. Du masculin et du féminin. Donc, dans le cadre d'un virus comme la Covid, on peut se dire que certainement on est dans une humanité qui suffoque et qui a juste besoin d'être entendue et qui a besoin de connexion avec les êtres qui les entourent. On manque de connexion les uns avec les autres. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir à quel point ça nous a enfermés, confinés, alors que finalement, le besoin de base, je pense, de tout être humain qui notamment contracte cette pathologie, mais on est tous concernés, même si on ne l'a pas contracté,
c'est juste de s'aimer de nouveau et de retrouver du lien et de retrouver de la connexion, de retrouver une espèce de nouveau souffle. Souvent, on se dit que quand on est dans un point de notre vie qui ne nous apporte plus rien, on dit qu'on a besoin d'un nouveau souffle de vie, quoi. Et ben là, c'est complètement ça. Je pense qu'on est dans une société, dans une humanité qui a besoin d'un second souffle et qui est en train d'étouffer, tout simplement. Bravo pour ce symbolique, j'aime beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, ça rejoint donc avec l'olfactothérapie aussi, puisqu'on disait justement, on a perdu aussi toutes les odeurs, tous les retrouver, reprendre un peu de souffle et les odeurs d'origine, quoi. Voilà, pas celles complètement. Allons dans la nature. Oui. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, pour Léa, c'est Laure. J'ai pas dit qui avait posé la question, c'est Mélie qui avait posé cette question sur le Covid. Parce que je me demande si le Covid au début c'était pas dangereux parce que c'est et après ça devient très dangereux donc c'est là. Ouais, voilà, ça aussi ça peut être symbolique, hein. Non. Si peu. La boîte de Pandore. Oh la vilaine femme. C'est comme les cyclones. Obligatoirement. C'est toujours des noms féminins. Hein. Oui, alors Laure, mais évidemment c'est une blague. La joie. Laure, pour Léa. Excusez-moi. Pardon. Non, c'est. On te dérange. Avec nos internautes quand même. Pour Léa, pensez-vous qu'une pathologie de naissance peut être guérie grâce à la symbolique? Merci Léa, merci Philippe. Alors, la symbolique, ça va être un élément du puzzle. On peut pas, je pense, c'est un petit peu trop audacieux de vouloir penser qu'une simple symbolique puisse tout régler. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'aller chercher la symbolique de cette pathologie et aussi se demander si certains de nos ancêtres ont pu contracter cette même pathologie, si elle est chronique, si elle ne l'est pas, si elle vient d'une bactérie, si elle vient d'un problème nerveux. Dans ces cas-là, déjà, on comprend un petit peu plus ce qu'elle vient nous dire. Il faut savoir que dans la plupart des pathologies qui sont là de naissance, je dis la plupart, en tout cas une partie des pathologies de naissance, il y a aussi une volonté de l'âme de libérer un certain karma accumulé de toute la lignée. Peut-être aller voir dans le transgénérationnel. Oui, voilà, complètement. Alors un petit bonjour à Manuela aussi. Bonjour Manuela. Il y a plein de gens intéressants, c'est fou. Et ils sont tous passés sur ma chaîne. Voilà, tous. Donc, oui, ça va plus loin que la guérison, que le besoin de guérison en tout cas. En fait, déjà, on parle même pas de guérison, on parle de soins. Moi, j'aime bien faire cette distinction. C'est-à-dire qu'un outil va soigner, la guérison, elle va devenir de nous, en fait, et de notre état suffisamment conscient. Conscient, je pense que c'est le terme, pour laisser la possibilité à notre corps de ne plus porter cette pathologie. Mais par contre, voilà, encore une fois, on vient aussi sur Terre pour certaines raisons. Et si cette raison, c'est de porter une pathologie jusqu'à la fin de notre existence, eh bien, effectivement, le but, là, c'est d'apaiser son âme et son lien à cette pathologie, de ne plus la diaboliser. Je sais à quel point c'est compliqué quand on souffre chaque jour de son existence. Mais tous ces outils-là peuvent apaiser. Clairement, peuvent apaiser l'âme. Et quand l'âme est apaisée, la pathologie est moins virulente, en général. On peut prendre des cas. Enfin, je ne sais pas pourquoi il me vient à l'esprit Stephen Hawking, qui avait la pathologie la plus. Et voilà. Bon, évidemment, il y a un Stephen Hawking, hein, mais. Alors, ce qui est intéressant aussi dans son existence, c'est que peut-être que s'il avait eu la pleine faculté d'utiliser son corps, il n'aurait pas autant utilisé son esprit. Complètement. Ça, j'en suis convaincu. Voilà. Donc on peut se dire que dans un certain sens, ça a été l'élément fondateur de toutes les découvertes et de toutes les choses merveilleuses qu'il a pu nous apporter. Alors, c'est encore une question lourde de symbole. Bonsoir à tous. Quelle est la signification d'une leucémie? Donc symboliquement. Alors, je pense que là, dans ces pathologies-là, il y a encore une fois énormément d'éléments qui entrent en jeu. Et là, je me sens mal à l'aise de donner une symbolique, alors que finalement, je pense qu'il serait peut-être préférable d'en savoir un peu plus sur la personne. Ouais. On parle de pathologies lourdes et qui, bon, là, pour le coup, sont assez complexes. Donc, si ça ne dérange pas, éventuellement, moi, ça me dérange pas de faire un petit compte-rendu à cette personne si elle est concernée.
qu'elle me donne quelques éléments aussi sur son existence et qu'on puisse comprendre. Oui, ça ne veut pas être généraliste. Ouais, c'est un petit peu trop complexe à mon goût. Il y a tes coordonnées de toute façon qui sont dans la description de la vidéo. Oui, voilà. Et puis, bien sûr, on n'est pas là pour tout monnayer, dans le sens où vous m'envoyez un mail, moi je réponds à vos questions, il n'y a pas de souci, j'ai toujours fait ça et je continuerai de le faire. Donc, il n'y a pas de problème, envoyez-moi un mail si vous avez des questions. C'est Guernina, voilà. Donc, voilà, d'accord. Guernina, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Bon, par contre, m'envoyez pas des centaines de mails, parce que je sais pas, Léa Lezé, qui est souvent dans son monde, voilà, je sais pas si elle aura le temps de répondre en une année, mais c'est toujours un tsunami, hein. Après chaque émission, c'est un tsunami. Donc... je vais faire les efforts, promis, mais envoyez-moi si vous avez certaines questions comme ça, un petit peu lourdes de sens et lourdes de symboles. Mais, en tout cas, intéressez-vous, sur quelle partie du corps ça agit. Sur quel organe, comment ça a commencé, quels sont les symptômes qui sont apparus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que pour une même pathologie, on n'aura pas tous les mêmes symptômes avec la même intensité. Donc dans ces cas-là, ce symptôme-là, il concerne quelle partie de mon corps. Et voilà, plein de questions à se poser. Franchement, je pense que cette personne, elle est tout à fait capable d'au moins trouver quelques clés, quelques éléments intéressants après tout ce qu'on vient de dire. Mais si elle a besoin d'aide, je suis là. Alors on va faire le tour de toutes les maladies. Alors Sylvie, pouvez-vous me dire quelle est la symbolique de l'asthme et de la toux? Là, on en revient un petit peu à la symbolique, encore une fois, voilà, des poumons, du souffle de vie, de la capacité aussi à gérer les informations de l'environnement, parce que notre respiration, c'est de l'information que l'on fait, de l'information subtile, parce que là, on parle pas de nourriture dense, on parle vraiment d'une nourriture subtile, c'est de l'air. Cet air, c'est la symbolique donc de l'esprit divin notamment, et c'est toutes ces informations subtiles que l'on va ingérer au quotidien, que l'on va respirer au quotidien, et qui potentiellement vont être trop. Et donc peut-être que ces personnes-là, celles qui souffrent d'asthme ou de tout, ont besoin aussi de plus de moments de paix, seuls, avec une nourriture subtile qui soit plus en cohérence avec leurs besoins. Parce que le fait d'être dans une société, un groupe, une famille qui fonctionne peut-être selon un autre rythme ou selon d'autres idées, parce que l'idée c'est aussi de l'air, c'est aussi du subtil, peut-être que c'est trop envahissant et que ça en devient pathologique. On peut admettre que l'asthme par exemple agit de cette manière, ou la toux, ou ces maladies-là en général. C'est une symbolique. Après il faudrait approfondir, bien sûr. Oui, toujours pareil. Il y a ton mail dans la description de la vidéo. Exactement. Alors, on continue, parce que je sais pas encore, non. Que pensez-vous de la fibromyalgie? Ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu moi-même un diagnostic de fibromyalgie, donc je suis bien placée pour en parler. Bon, ça va alors. Donc, qu'en penses-tu C'est génial. J'adore. Alors, c'est très intéressant la fibromyalgie parce que ça fait partie de ces pathologies que l'on n'admet pas encore comme étant une réelle pathologie. Et donc là, on peut parler notamment du manque de reconnaissance. Il y a aussi, dans un sens, ce besoin d'être reconnu dans sa souffrance, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et son besoin de trouver une place dans la société, cette société qui ne veut même pas reconnaître ses symptômes comme étant une réelle pathologie. Oui, d'accord. Le symbole, il est même culturel, parce qu'on le reconnaît pas, alors... Il peut être absolument tout ça. Ton existence entière est un amoncellement de symboles qui peuvent te donner des éléments de compréhension sur ton intériorité à toi. C'est pour ça que je disais que finalement, tout ce qui vit autour de nous, on le vit parce qu'on l'a attiré d'une certaine manière. Ça veut pas dire qu'on crée tout, je t'ai pas fabriqué. Par contre, si tu es dans mon horizon, c'est qu'à un moment donné, ce que j'ai manifesté à l'intérieur, sa vibration, la vibration, la cohérence vibratoire a fait qu'on s'est rencontrés, qu'il y a des choses qui se créent. Ce qui fait qu'on est dans tel lieu géographique, c'est la même chose. Il y a quelque chose qu'on manifeste, en fait. Ce qu'on est va attirer des opportunités, va créer des opportunités. J'ai oublié la fibromyalgie. Je peux partir très loin parler pour au contraire, c'est bien. Il s'avère que la fibromyalgie aujourd'hui n'a quasiment plus d'impact sur moi. Et je dis quasiment parce que j'ai choisi un chemin de vie, un quotidien qui correspond à mon rythme et mes besoins. Cette pathologie, elle est arrivée à un moment où on m'imposait un rythme qui n'était clairement pas le mien. On m'imposait un entourage qui n'était pas du tout un entourage qui me correspondait. Alors moi, j'ai pas eu le courage de me lancer dans un métier conventionnel où j'étais salariée, etc. J'ai pas eu ce courage parce qu'en fait, c'était tellement aux antipodes de ce que je suis à l'intérieur que ça paraissait beaucoup trop.
Et déjà l'école, ça a été ce qui a déclenché cette fibromyalgie. Le rythme, c'était pas du tout ça. Les gens, c'était pas du tout ça. Ce que je faisais, c'était pas du tout ça. Et donc, en changeant tous ces curseurs au fur et à mesure, changer de nourriture, changer d'entourage, changer d'orientation dans ma vie, tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui, ça veut pas dire que j'ai plus de maladie, que j'ai plus rien, que j'ai pas un rhume de temps en temps, etc. Mais en tout cas, cette fibromyalgie, je ne la ressens plus du tout comme je la ressentais avant. Avant, c'était assez catastrophique. Je ne pouvais pas travailler, je ne sortais même pas de chez moi pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, je vis en camion et je parcours pas mal de kilomètres. Ce qui veut bien dire que déjà, j'ai cette liberté corporelle qui m'est permise, que je me suis permise aussi. Et encore une fois, quand je dis que je me suis permise, je suis pas en train de dire que ceux qui sont dans une pathologie difficile, une fibromyalgie difficile, sont fautifs. Fautifs dans le sens culpabilisant. Simplement, là, effectivement, la fibromyalgie, c'est, je pense, un besoin d'être plus en cohérence avec un rythme interne. En tout cas, c'est ton expérience. Là, c'est mon expérience. Ça peut être complètement différent, mais la plupart des personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de la fibromyalgie semblaient plutôt en cohérence. Ouais, c'est vraiment un décalage entre ce qu'on est et ce qu'on fait. C'est ça. C'est comme si on te demandait, je sais pas moi, de vivre j'allais dire de vivre sous l'eau alors que tu... Voilà. Exactement. Ouais, mais j'ai l'impression que si cette maladie est assez récente, c'est aussi parce qu'il y a quand même un gros changement qui s'opère. Bien sûr. Bien sûr. Il y a quelque chose. C'est une des plus grosses causes de burn-out, justement. Ce décalage. Oui, complètement. Et c'est, en fait, encore une fois, on le disait tout à l'heure, on est dans une société où les humains suffoquent. On a besoin de retrouver du lien, on a besoin de s'aimer. En fait, ça paraît un peu cucul à praline, mais c'est ça, c'est de l'amour pur. Et on en manque cruellement, en fait. On en manque dans la nourriture spirituelle qu'on peut avoir. Il suffit d'allumer le poste de télé ou d'écouter un petit peu ce qui se passe dans la rue. On manque d'amour, on manque cruellement d'amour. Allez, on continue avec une question joyeuse. Une question joyeuse, quelle symbolique pour les maladies auto-immunes? On se retourne contre soi, point d'interrogation. Alors, encore une fois, les maladies auto-immunes, elles sont tellement diverses, c'est assez effarant. Effectivement, il y a une espèce d'incohérence entre notre matérialité et ce qu'on est à l'intérieur. Là, clairement, le corps refuse de fonctionner d'une manière, normale, en tout cas dans la norme de ce que le corps devrait être en pleine santé. Je saurais pas donner de symbolique particulière dans le sens où les maladies auto-immunes, en fait... c'est encore personnel, quoi. C'est qu'il y en a beaucoup, en fait, et toutes n'ont pas la même symbolique, et toutes ne sont pas là pour la même raison. Alors, on monte crescendo. Comment, d'après vous, le corps exprimera un inceste dans l'enfance dont la personne n'arrive pas à se souvenir, car grosse amnésie de la vie au sein de la famille, parents et fratrie. Grosse amnésie de la vie. Là, c'est du vécu. Alors, de diverses manières. Ça dépend déjà de comment le trauma a été vécu, à quel âge, à quel endroit, avec quelle personne. Ça dépend quelle essence de ce traumatisme a fait le plus de dégâts. Parce que parfois, le traumatisme, il est émotionnel, moral, des fois il est physique, des fois il est les deux. Et ces deux traumatismes ne vont pas induire les mêmes pathologies. Donc des fois, on peut cumuler plusieurs pathologies pour une même source parce que simplement, dans cette complexité et dans toutes les facettes qu'un trauma peut représenter, on se retrouve avec plusieurs pathologies. Donc, quelles pathologies? J'ai envie de dire toutes, sauf celles qui sont là de naissance, quoi. À peu près toutes. Après, ça dépend simplement de comment on l'a vécu à l'intérieur. Et donc, comment ça va être extériorisé, pardon. Vous pouvez aller voir l'interview que j'ai fait avec Stéphane Alix, qui parle beaucoup de ce qui lui est arrivé. Et c'est très fort, c'est très fort. Et son livre, là j'ai plus Nos âmes oubliées. Nos âmes oubliées, merci beaucoup Léa. Et il est vraiment très... Enfin, il fait vraiment réfléchir quand même, surtout à nos traumas et nos oublis, et comment fonctionne le cerveau aussi. Ce qui est génial en fait, c'est que ça parle d'un vécu. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec cet auteur, c'est qu'il va enquêter. Ah oui. Et là, on parle dans la symbolique du corps, on parle vraiment d'une enquête. Enquêter sur soi-même, enquêter sur l'origine de telle ou telle chose. Et on se rend compte, alors je ne l'ai pas encore lu ce livre-là, bientôt, mais pas encore. Mais ayant lu ses précédents ouvrages, je pense qu'il a dû mettre un sacré paquet de temps
avant de posséder les réponses qu'il possède aujourd'hui. Il est très différent des autres bouquins qu'il a fait. D'accord, ok. Ouais, très différent. Bon, en tout cas, voilà. Mais c'est une vraie enquête. Je pense qu'effectivement, comme d'habitude, il y a une enquête, il y a vraiment une conscience que chaque chose en son temps, chaque chose revêt une étape particulière. On peut pas avoir monté un escalier sans avoir parcouru chaque marche. Et je pense que les ouvrages de Stéphane Alix représentent bien ça, le fait qu'on commence par une marche, par une deuxième, troisième, etc., avant d'arriver au bout. Et pour toutes les pathologies, c'est la même chose, et c'est vraiment une quête personnelle, et c'est pour ça qu'on choisit d'expérimenter ça sur Terre. En fait, là-bas, par rapport à toutes les questions, il y en a encore, hein, c'est à chaque fois donc sur des... Et on peut dire, enfin, il n'y a pas un catalogue, en fait, on peut pas dire, ah bah tiens, pour telle maladie, il y a ça, comme c'est on peut faire des généralités. Mais c'est un petit, on revient encore avec l'aromathérapie et l'ophtalmo en disant oui, mais c'est quand même des cas, c'est vraiment particulier, quoi. C'est reprendre son propre corps. Ce qui est intéressant, et son propre langage. C'est les symptômes aussi qui sont intéressants. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que malgré tout, généralement, par exemple, je sais pas, on va avoir un rhume. Globalement, on a tous des rhumes un peu au même moment. On a tous des rhumes de la même manière. Et donc là, déjà, il y a des choses communes, des espèces de pathologies communes qui arrivent peut-être pas qu'au niveau personnel, mais au niveau d'un groupe. Et déjà, en comprenant cette symbolique par rapport à des pathologies générales, on acquiert une sorte de logique de compréhension. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'a plus besoin de lire la définition, parce qu'en fait, la définition, elle vient d'elle-même. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, on sait que telle partie du corps fonctionne de telle manière. On comprend par exemple que le rhume nous bouche le nez et nous empêche de parler correctement, nous empêche de dormir, etc. Là, il n'y a plus de lien avec soi. On se perd complètement. Ça devient un état naturel, toi, chez toi, ça. À chaque fois qu'il y a un problème, paf, dessus tu analyses. Alors, c'est même plus profond que ça, c'est-à-dire que maintenant j'analyse sans m'en rendre compte, ça fait partie d'un fonctionnement. Naturel, c'est ça, complètement. Ouais, comme quand tu as la sensation de faim, on mange, donc bon, moi je me soigne. Complètement. Et ça me fait penser à une anecdote d'une amie un jour qui me dit, parce que mes proches me posent toujours la question, j'ai mal à tel endroit. Il y en a encore. Hein, il va y en avoir des questions là, je pense. Et en fait, une amie me dit un jour, ah là, j'ai mal au pied alors que j'ai jamais eu mal au pied avant. Je dis, tu te sens comment en ce moment? Elle me dit, j'ai le moral dans les chaussettes. Et là, la pépite. J'ai rien eu à dire du coup, parce que tout était dit. Tout à l'heure en off, quand tu me disais, ouais, j'en ai plein le dos, ça veut dire j'ai mal au dos, et puis moi j'ai renchéri. Alors. Private joke. On avait dit pas d'histoire personnelle. Music Love qui nous demande, bonsoir, quelle est la symbolique d'une surcharge pondérale? Merci beaucoup. Alors là, ça paraît assez logique, entre guillemets. Il y a vraiment un surplus d'émotions. Là, il y a un surplus de beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'arrive pas à libérer. Souvent, les personnes qui ont une surcharge pondérale, alors qui estiment en avoir une, parce qu'il y a aussi celles qui pensent être en surpoids et qui ne le sont pas, mais en tout cas, dans cette vision comme dans l'état de fait, il y a, je pense, un trop-plein, quelque chose que... Par exemple, ça peut être un trauma. On voit les traumas type inceste, etc. Même inconscient d'ailleurs. Même quelqu'un. Bien souvent inconscient, parce que de toute façon, si ça se voit sur le corps, généralement, c'est que c'est pas totalement conscientisé. Mais en tout cas, il y a vraiment une surcharge émotionnelle. Là, on parle de surcharge. On parle de quelque chose qui est en trop et qui n'est plus viable pour le corps. Si c'est plus viable pour le corps, ça veut dire qu'à un moment donné, on aurait dû ou pu le lâcher. Mais on s'y est accroché et ça s'auto-nourrit. Et donc là, en fait, on se retrouve face à des personnes qui, par exemple, même sans problème avec l'alimentation, parce que c'est pas la seule cause, même sans problème avec l'alimentation, se retrouvent avec une surcharge pondérale, alors que, non, le problème, il vient pas de là. C'est ce qui s'auto-nourrit, c'est les émotions. C'est pas la nourriture dense. On continue. Donc toujours la même question, mais pour le handicap physique ou mental? Alors, pour le handicap mental... du coup, c'est deux choses différentes. C'est deux choses complètement différentes. Ça dépend si ça a été vécu de manière brutale au cours de l'existence, ça dépend si c'est de naissance, etc. Alors, a priori, on va dire que mental, c'est plutôt... Naissance. Il y a des pathologies comme la schizophrénie, des fois, qui se déclenchent en plein milieu de l'existence et on ne sait pas trop, entre guillemets, ce qui a déclenché ça.
Ce que j'ai envie de dire là, par rapport à cette question, c'est que j'ai remarqué chez les personnes qui ont un handicap, que ce soit physique, que ce soit effectivement psychologique, etc., de naissance, et généralement, comme je disais tout à l'heure, un bagage qu'on a accepté de porter pour la lignée, et qui va finalement débarrasser les suivants de tout ce qui n'a pas été réglé. Ce sont de grands courageux, de très très grands courageux. C'est le sacrifice de soi au nom de la communauté. Et ce sacrifice-là, je crois que... J'en ai des frissons rien que d'en parler. Bon, c'est difficile à entendre pour les personnes qui le vivent, vraiment, surtout pour les familles, ça c'est sûr. Bien sûr, voilà. Bien sûr. A priori, peut-être que là-haut, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, sachez que vous êtes de grands courageux et vraiment... tout mon amour vers toutes les personnes qui souffrent de toute façon, parce que tous on a souffert à un moment donné, mais il y en a qui sont un peu moins gâtés entre guillemets que d'autres. Donc il y a ce côté je porte pour les autres, et d'ailleurs on voit souvent chez les personnes en situation de handicap une espèce de puissance, de joie de vivre qui est inégalée pour quelqu'un qui n'a pas de handicap. Et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais même dans les handicaps invisibles. D'ailleurs, parfois, j'ai rencontré des personnes et je pense, j'ai envie de parler d'elle parce qu'elle est géniale. Kangourou Girl, Charlène, qui a eu un gros souci, problème un chirurgien en fait qui s'est trompé d'artère, qui a coupé la mauvaise artère. Elle se retrouve avec 30 cm d'intestin grêle. Il me semble que c'est ça, je m'excuse si je me trompe, mais en tout cas, aujourd'hui, elle vit avec un handicap incroyable et elle a une joie de vivre en elle qui est juste incroyable. Un courage qui est immense, et ça je le reconnais et je le vois chez toutes les personnes en situation de handicap. On en connaît quelques-uns aussi. C'est incroyable, et même pour ceux qui tu sais pas où ils puissent ça, et en fait, si, ils puissent ça dans leur force intérieure, parce que si le corps n'est pas capable, entre guillemets, de donner cette force, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Et si tu sais puiser dans tes ressources, t'es le roi du pétrole. Tu souffres, mais tu peux rester dans une sorte de bonheur inébranlable, en fait. Et alors, du coup, est-ce que on pourrait presque, alors, je sais pas si c'est peut-être, est-ce qu'on pourrait dire que justement maladie, handicap, bobo, douleur, parce qu'on est parti des douleurs pour arriver à des choses beaucoup plus graves. Donc à chaque fois, c'est soit des signaux, soit des alarmes, soit des symboliques. Mais est-ce que dans tous les cas, c'est pas aussi un moyen de franchir une étape et d'accéder à autre chose? Bien sûr. Bien sûr. D'avancer, comme je disais tout à l'heure. C'est une très bonne question, dans le sens où, de base, si l'inconscient décide de rendre visible une information, c'est qu'elle est de trop. Elle est de trop dans l'inconscient, et le fait de la voir en conscience et de la travailler, ça peut malgré tout nous permettre un pas en avant. Ça peut nous permettre d'explorer des parts de nous qu'on n'a jamais explorées auparavant. Et oui, bien sûr. Finalement, c'est juste... en soi, quand on y pense, c'est que du positif pour soi, pour son évolution personnelle. En fait, si on rate le coche, on va juste avoir de plus en plus d'intensité. Et voilà, quoi. Alors, c'est un peu l'expérience de la matière. C'est ça. Des fois, qui peut être douloureuse. Mais bon. Si ta voiture a un petit problème et que tu t'en occupes pas tout de suite, il va s'intensifier jusqu'à ce que la voiture ne fonctionne plus. Pour le corps, c'est la même chose. Quand on parle pas de pathologies qui sont là justement pour porter une certaine charge karmique, etc. pour la famille, on parle finalement de personnes qui ont été tellement dans la négation d'elles-mêmes pendant des années, pendant peut-être même toute une vie, que ça a fini par les tuer, en fait, tout simplement. Et là, appelons un chat un chat. C'est la mort qui guette celui qui, durant toute sa vie, est dans la négation de ce qui est profondément ancré en lui. En même temps, on doit tous mourir un jour. Mais c'est ça, la mort n'est pas une horreur en soi, c'est simplement qu'on est pourvu d'une force de vie et d'un instinct qui veut que notre corps veut survivre. Et finalement, on a aussi, nous, cet instinct qui nous pousse à toujours faire en sorte de survivre et d'être là et d'être vivant dans cette matière. Alors bien sûr, moi je fais partie de ceux, et heureusement pour moi, pour ma condition, qui pensent qu'il y a quelque chose après, et qui en ont peut-être même quelques indices. Mais la mort, c'est pas une fin en soi. C'est paradoxal de dire ça, mais c'est pas une fin en soi. Par contre, quand on n'a pas envie de mourir, ça en est une. Parce que jamais on aura l'occasion de réexpérimenter une autre existence comme celle que l'on a présentement. Si on se réincarne ?
On ne se réincarnera jamais selon les mêmes modalités, en fait. Il y a une espèce d'exceptionnalité qui fait que chaque vie doit être vécue comme si elle était la seule et l'unique, même si c'est pas forcément le cas. Chaque vie mérite d'être vécue intensément avec toute la joie et toute l'humanité, parce que pour moi, l'humanité, profondément, c'est quelque chose de beau. Même si ça peut être perverti, comme tout ce qui est peut être perverti, l'humanité est belle à l'origine. Et donc, on peut vivre une belle vie dans une belle humanité. Et c'est possible, même si on est malade au début. On peut ne plus l'être après, ou on peut l'être, mais heureux et en joie, malgré la difficulté. Très belle réponse. Merci. Je l'ai travaillé en coulisses. C'est moi qui t'ai fait travailler. C'est une leçon que je t'ai apprise. Alors on va changer de sujet. C'est Patty qui nous demande qui te demande si l'hypnose fonctionne même si nous avons un mental très présent. Alors, encore une fois, là, c'est une question qu'il faudrait poser à Séverine ou à d'autres personnes. C'est parce que tout à l'heure, on a parlé d'hypnose. C'est pour ça, ouais. Mais malgré tout, effectivement, je pense que, comme tout ce qu'on peut essayer dans notre existence, si on est buté et qu'on ne veut pas entendre et qu'on reste bloqué sur quelque chose de dense, bah non, on peut pas s'attendre à de la subtilité. Donc c'est pas parce que ça fonctionne pas la première fois que ça fonctionnera pas la deuxième fois. C'est comme une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Au début, on met des filtres parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on peut donner ou pas, ce qu'on peut faire ou pas. On est dans une société où ça fonctionne comme ça encore. Mais l'hypnose, c'est pareil. Le premier rendez-vous, peut-être qu'il sera compliqué parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Si on est quelqu'un qui n'a pas forcément écouté son instinct, son intuition, il y a le lâcher-prise qui entre en jeu. Donc c'est assez complexe. Il y a, pour certaines personnes, a priori, ça ne fonctionne pas. On en a parlé avec Séverine Barbier. Effectivement, il y a certaines personnes pour lesquelles c'est compliqué parce que vraiment le mental est très très présent. Dans ces cas-là, on fait un travail de lâcher prise et puis on revient quelques années plus tard et on retente l'expérience ou pas, si ça parle plus. Mais oui, bien sûr, il y a des fois ça bloque. Comme les soins que je fais, parfois bloquent. Il y a des personnes pour qui c'est arrivé, alors très peu de fois, bien heureusement pour moi, mais c'est arrivé que ça n'induise pas de changement vraiment visible. Alors peut-être que sur le temps, il y a certaines choses qui se sont mises en œuvre, mais dans l'instant T, si la personne n'est pas prête et si elle l'a fait même un peu à contre-cœur, de réserver cette séance, ça ne fonctionnera pas. Et parfois, c'est même un indice. C'est même un indice d'être dans une démarche de soins et d'auto-bloquer par le mental et de faire en sorte que le soin ne passe pas. Dans ces cas-là, peut-être qu'on a quelque chose à régler avec soi-même, pour soi-même, en soi-même, juste avec soi, quoi. Et un autre intervenant ne ferait que... Le désir de garder la maladie aussi. Comment ? Le désir inconscient de garder la maladie. Exactement. Exactement. Cette fibromyalgie, je l'ai gardée jusqu'à ce que je me dise, ok, c'est bon, là, maintenant. Elle est suffisamment intense pour que je me sente légitime de changer de voie. Il y a aussi ça. La pathologie qui nous donne le droit de ne pas faire ce qu'on faisait auparavant. Alors que finalement, le droit, on l'a tous de choisir notre existence. Et c'est pas un métier qui va définir qui l'on est, et c'est pas un renoncement à un projet qu'on avait auparavant. On a rêvé d'être boulanger, mais 10 ans après, ça nous parle plus. Et comme on en a rêvé avant, on se dit, il faut que je continue. Bah non. Non, on est des êtres impermanents, dans une vie impermanente. Et on a le droit de changer. Heureusement. Alors, je crois que c'est la dernière question. Certaines pathologies, c'est Laura qui nous demande ça, qui te demande ça. Certaines pathologies viennent-elles d'éléments extérieurs, entités, mémoire de lieu, ou viennent-elles forcément de nous-mêmes et de nos problèmes ? On en revient pratiquement à la première question. C'est la première question, c'est la boucle est bouclée. Oui, c'est ça, la boucle. Il est 23h23. Oh Le monde aucun rapport, mais... Non, mais ça fait rien. Le temps que je réponde, il sera 24 mince, tu peux répéter la question. Alors, certaines pathologies viennent-elles d'éléments extérieurs, entités, mémoire de lieu, ou viennent-elles forcément de nous-mêmes et de nos problématiques ? Oui, effectivement, on revient aux premières questions. Ça dépend de comment on réagit à tout ça. Ça dépend si par exemple, on répond à l'intrusion d'une entité extérieure. Si on y répond avec la peur va engendrer une pathologie. Par contre, si on appréhende cette entité en question avec détachement et respect et échange et ok, t'as besoin de moi, y a pas de souci, mais il se passera rien de malencontreux. Mais le fait est que tout dépend de comment on réagit aux choses. On ne va pas être traumatisé par les mêmes choses, on ne va pas... Alors bien sûr, globalement, la violence en général est quelque chose de traumatisant. On ne peut pas se dire que ça reste traumatisant. Par contre, c'est l'intensité de ce trauma qui va dépendre d'une personne à l'autre.
Donc une entité présente un lieu qui va être un peu défaillant, il va agir sur la personne. Moi j'ai vu des personnes vivre 20 ans à dormir dans un lit sur une cheminée cosmotellurique. Donc c'est une entité en gros qu'on peut retrouver sur les lieux en géobiologie, qu'on travaille en géobiologie, qui ont vécu 20 ans dessus et elles ont juste des petites insomnies. D'autres, ça leur a contracté des cancers. Et là, dans ces cas-là, bah, ça dépend juste de la personne et de comment elle répond aux choses. Et de sa sensibilité aussi. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cyril. Merci beaucoup Cyril. Eh bien, merci, c'était super. Hein, ouais. Bah oui. C'est notre 3e interview. 3. Ouais. On ne dit jamais 304 ? Non, c'est pas On ne vous demande pas d'y croire. En tout cas, merci à tous. Merci évidemment à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Merci à Christelle qui a envoyé les questions, qui a géré le chat. Merci à Mathieu, évidemment. Mathieu qui est toujours derrière l'écran et qui monte en direct cette émission. Vous savez que vous pouvez faire des dons à la chaîne avec le lien PayPal qui est dans la description de la vidéo. Toutes les informations sur Léa sont aussi dans la description de la vidéo. Vous pouvez envoyer plein de mails. Plein de des mails. Centaines, des centaines de mails. Elle adore ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. N'hésitez surtout pas. Il faut que j'arrive aux 50 000 abonnés. J'ai envie de faire une grande fiesta. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et je vais quand même... Hein ? Tu peux rajouter quelque chose ? Vas-y. Je trouve que tu es un peu trop timide quand tu proposes aux gens de te faire des dons. Quand je vois le travail effectué, le nombre de personnes qui s'acharnent tous les jours pour offrir des interviews qui sont toutes passionnantes, notamment les miennes. Vraiment, ne le dis avec aucune timidité. Enfin, c'est mérité complètement. Il y a beaucoup de travail. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Donc si vous voulez faire un don à la chaîne, allez-y, c'est mérité. Merci beaucoup Léa. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal encore avec ça. Ouais, mais là vraiment c'est mérité quoi, complètement. Voilà, mais je vais te laisser quand même le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin. Là aussi tu le veux petit mot, comme voilà. Ça. Eh ben, je vais faire un mot que j'ai envie de vous dire régulièrement quand vous me contactez, que j'ai envie de vous donner régulièrement quand vous me contactez, et je le fais parfois. Je vous aime tous profondément, même ceux que je ne connais pas. Et on le disait tout à l'heure, on est dans une humanité qui suffoque. Et donc si je peux vous donner un petit peu d'amour, là, maintenant, si on peut vous donner un petit peu d'amour et faire en sorte que vous puissiez mieux respirer, vous sentir plus libre dans votre corps et à l'extérieur de votre corps, eh ben, allons-y, prenez cet amour, je vous le donne avec du cœur. Eh bien moi aussi, je vous embrasse à tous et je vous dis au revoir et à jeudi.